Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. J'ai le plaisir de vous accueillir avec Chaton, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Et aujourd'hui, donc dans un cadre un petit peu nouveau, nous allons parler de la photographie avec un APN et un objectif. Donc bien sûr la photographie à l'APN, on peut mettre un APN sur un télescope, mais pour ça il faut quand même un télescope adapté et surtout une monture adaptée, et c'est un budget qui est quand même assez onéreux. Mais par contre vous êtes nombreux à déjà disposer simplement d'un appareil photo. En fait ce que nous allons voir dans cette série est également valable avec des appareils photo type bridge ou un peu plus compact, à partir du moment où vous allez pouvoir débrayer les modes et passer en manuel. Et donc nous allons voir ensemble comment photographier notre objectif. Ça va être de pouvoir faire des timelapses, ça peut être sympa, de pouvoir photographier la Voie lactée et de pouvoir photographier les constellations un peu plus en gros plan, voire même révéler un certain nombre d'objets brillants du ciel. Je pense notamment à certains des objets du catalogue de Messier, avec par exemple le Samyang 135 et le Sony A7R II. On arrive à révéler l'anneau de la Lyre, on arrive à révéler quelques amas globulaires, on arrive à révéler la galaxie d'Andromède, la galaxie du Triangle, le double amas de Persée. Ça passe très très bien déjà avec ce matériel-là. On va donc parler dans cette nouvelle série de tout ce qu'il y a à considérer pour pouvoir le faire. Nous allons voir donc ensemble déjà les règles de base. Règles de base de la photo déjà, à savoir le triangle d'exposition d'une part et les réglages que vous allez pouvoir trouver sur les molettes de votre appareil photo, le mode automatique, le mode P, le mode A, le mode S et le mode M. Ça c'est plutôt assez normalisé, on retrouve ça chez les différentes marques. C'est important d'être conscient un petit peu de comment va travailler le boîtier dans ces différentes situations. Ensuite on va parler un petit peu des couples. Là vous avez deux couples, vous avez le Sony A7S plus le Samyang 14, le Sony A7R II avec le Samyang 135. Je les utilise dans cet ordre-là et non pas dans l'ordre inverse. Et on va voir un petit peu pourquoi. En fait, on va essayer de voir quels sont vraiment les boîtiers adaptés à ce type de photo et quels sont les objectifs également. Parce que d'un couple boîtier-objectif à l'autre, ça peut vraiment changer du tout au tout. Vous allez voir qu'on va travailler en fait au carré d'un certain nombre de paramètres du boîtier et de l'objectif. Et donc, ça peut vraiment changer pas mal de choses. Donc il faut quand même être, si vous n'avez pas encore votre matériel, il faut bien le choisir. On va parler également ensuite de la monture que vous allez utiliser. On peut travailler avec un pied fixe, on peut travailler avec une monture motorisée. Bon. Voilà, le chat se promène. Voilà, il est attaché parce qu'il est très peureux et on ne voudrait pas qu'il aille partir dans les ronces. Mais ça reste un animal heureux, ne vous inquiétez pas pour lui. Donc on va travailler, on va parler ensemble des différents types de montures qui seront à votre disposition. Suivant le type de boîtier, etc. On peut être aussi sur des petits tripodes de table et ça peut être tout à fait suffisant dans un certain nombre de cas. On parlera ensemble de tous les accessoires aussi à considérer, des blocs batterie, des chargeurs externes. Ça c'est un sujet qui est également important pour pouvoir partir sur le terrain dans des bonnes conditions et ne pas être pris au dépourvu. On parlera bien évidemment aussi par exemple d'un écran à flat qui vous servira à pouvoir ensuite traiter vos photos plus correctement. Bien sûr, la Star Adventurer, il y a beaucoup de choses à dire. Donc on aura un épisode un peu dédié à ça pour parler des différents types de package de la Star Adventurer. Il peut y avoir des pièges en fait. Et donc voir quel package contient telle ou telle partie et donc pour quelle utilité. Et on va parler ensuite de l'entretien, notamment de la Star Adventurer. J'ai acheté celle-ci d'occasion et il se trouve que la visserie n'était pas correctement vissée, tout ça, il y avait du jeu de partout. Et bien évidemment, quand on reprend la visserie, ça change absolument tout. On parlera du réglage du viseur polaire et tout ça, il y aura tout vraiment dans cet épisode. Voilà, et on parlera donc de ce qu'on est en droit d'attendre en termes de performance de la Star Adventurer. Donc on va la pousser un petit peu dans ses retranchements avec le Sony A7R II et un objectif de 500 mm de focale. L'objectif c'est d'essayer de voir jusqu'où va la précision de suivi de cette monture en termes d'échantillonnage. Parce que quand on dit elle est limitée à 300 mm,
je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce raisonnement-là, parce que si vous prenez le Sony A7S ou si vous prenez le Sony A7R2, voire même un Sony A7R4, le Sony A7R4 il a des pixels qui sont carrément 2 fois plus petits que le Sony A7S. Donc bien évidemment, vous avez peut-être le droit à 300 mm de focale avec le Sony A7S, mais peut-être que vous n'aurez le droit qu'à 150 mm de focale avec le Sony A7R2, donc avec le Sony A7R4. Donc c'est ce genre de choses là que j'aimerais essayer de mettre un petit peu en évidence. Alors aujourd'hui je vous propose de commencer avec les réglages de base d'un appareil photo, donc en fait les différents modes et le triangle d'exposition. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Donc je vous propose de voir aujourd'hui un peu les réglages de base de votre appareil photo. Sachez bien évidemment que ça c'est valable quel que soit votre boîtier. C'est également valable pour les smartphones, même si vous n'avez pas forcément accès à tous les paramètres dessus. Quoique sur certains appareils Android, apparemment on pourrait le faire un petit peu. Historiquement, vous aviez donc un film donc une pellicule qui avait une sensibilité donnée de 50 à 3200 ISO, et en réalité ce qui faisait la différence, c'était notamment la taille des grains photosensibles qu'il y avait à l'intérieur du film. Donc quand vous mettiez une pellicule par exemple à 400 ASA, cette pellicule, bien évidemment, c'était tout le long de la pellicule que vous aviez cette sensibilité qui était figée. En astronomie, à l'époque, on utilisait aussi en noir et blanc le fameux TP2415 qui pouvait être pré-sensibilisé. On parlait de TP2415 hyper sensibilisé, donc qui se faisait en chambre noire avant utilisation et qui permettait en réalité d'augmenter la sensibilité de ce film. Aujourd'hui, avec les appareils photo numériques, vous avez un capteur numérique qui, là aussi, a quand même un peu une sensibilité de base, mais on va pouvoir régler un paramètre d'amplification avant stockage de votre image, et c'est ce qui va correspondre aux ISO aujourd'hui sur votre boîtier. Vous avez ensuite deux autres paramètres sur lesquels vous allez jouer. Vous allez avoir la vitesse, c'est-à-dire le temps de capture du temps, le temps de capture de la lumière. Donc là ici j'ai un appareil photo hybride, vous voyez directement le capteur, mais il y a un diaphragme mécanique. Voilà, donc on le voit, il passe devant. Et donc ce shutter mécanique, mais il peut être maintenant électronique, comme c'est le cas sur le Sony A7S et utilisable en mode rafale. Sur le Sony A7R2 en revanche, on est obligé d'être en mode mécanique, c'est pour ça que je le suis, quand on va travailler en mode rafale. Le troisième paramètre sur lequel vous allez jouer, c'est l'ouverture. Donc l'ouverture, en fait, ça correspond au rapport focal sur diamètre d'un télescope. C'est exactement la même notion, simplement sur un objectif d'appareil photo, vous pouvez la faire varier. Donc sur les objectifs manuels, ici le Samyang 135, vous avez une bague et il suffit de la tourner. Et quand vous la tournez, vous pouvez voir l'iris qui se ferme à l'intérieur de l'objectif. Sur les objectifs vraiment manuels, vous allez donc le régler à l'avance et vous allez faire les réglages de votre photo avec l'iris déjà fermé. Sur des appareils photo de type autofocus, en revanche, comme des réflexes notamment, eh bien vous allez en fait, vous pouvez éventuellement avoir les deux modes, ou lui demander éventuellement de passer manuellement en mode iris fermé, mais sinon les réglages vont se faire iris ouvert et il fermera l'iris au moment de faire la photo. Voilà, donc ça c'est les trois réglages de base. De ces trois réglages de base, il y a ce qu'on appelle derrière le triangle d'exposition. Donc la notion de triangle d'exposition, elle est assez simple, c'est que ces trois paramètres vont jouer sur la luminosité finalement globale de votre photo, avec des avantages et des inconvénients pour chacun de ces trois paramètres. Le premier, c'est donc la vitesse. Si vous avez, donc là je parle de photos vraiment diurnes, de photos classiques, en journée, quand vous photographiez les personnes de votre famille, quand vous photographiez un événement sportif, quand vous photographiez la nature, etc. Donc là, j'ai envie de dire un peu une petite digression. Donc le premier paramètre, c'est le paramètre par exemple de la vitesse. Donc si vous êtes avec une vitesse lente, un événement rapide pourra vous faire un événement de flou. Donc si vous photographiez par exemple
un coureur, un cycliste, une voiture de course, etc., un événement rapide, et bien là, à ce moment-là, si vous êtes à 1/25e de seconde, 1/50e de seconde, et bien vous allez avoir un effet de flou filé à partir du moment où vous avez réussi à suivre correctement votre sujet. Si par contre vous allez augmenter en vitesse 1 millième, 2 millièmes, 4 millièmes, 8 millièmes de seconde, et bien là à ce moment-là vous allez figer dans le temps votre scène et vous allez avoir un sujet qui sera net. Donc là ça va jouer sur un aspect déjà artistique de la photo, c'est pas notre sujet aujourd'hui mais il faut en être conscient. Deuxième paramètre sur lequel vous allez jouer, c'est le paramètre de l'ouverture. Le paramètre de l'ouverture, vous avez un excellent épisode sur la chaîne Astronaute, donc fait par Guillaume Lemouelic. Excellent épisode sur lequel il vous parle de la mise au point. Et en fait, Guillaume vous explique que quand vous allez commencer à avoir un rapport focal sur diamètre élevé, quand vous allez finalement fermer le diaphragme de votre appareil photo, et bien là à ce moment-là vous allez avoir une plage de mise au point qui sera d'autant plus importante. Donc ça facilite la mise au point sur un télescope. Il est plus facile de faire une mise au point sur un télescope ouvert à f6 que sur un télescope ouvert à f4 par exemple. À f4 ça commence à devenir vraiment à se jouer à vraiment très peu de choses. En photo classique, ça va jouer sur la profondeur de champ, c'est-à-dire vous allez être en capacité d'avoir quelque chose d'assez proche et quelque chose de plus éloigné qui seront nets. Dans le sens inverse, quand vous ouvrez l'objectif, vous avez plus de lumière qui rentre et vous avez finalement un sujet qui va être net et le reste qui va être flou, c'est ce qu'on utilise par exemple en portrait. Donc bien évidemment, le rapport focal sur diamètre, il influe directement sur la quantité de lumière qui rentre, puisque la quantité de lumière qui rentre au départ, elle correspond au diamètre de votre objectif. Mais après, derrière, vous avez cet effet de diaphragme, puisque la focale, elle peut être fixe. Ça reste une notion qui est toujours un tout petit peu artificielle, dans la mesure où ce diaphragme se situe à l'intérieur de l'objectif et non pas à l'ouverture. Et quand vous avez un zoom, par exemple, c'est pas le cas ici, mais quand vous avez un zoom, ça va être des valeurs un peu approchantes, c'est pas les valeurs fixes que vous allez obtenir. Et donc généralement, vous allez avoir des objectifs, par exemple, le 18-270 de Tamron, il sera à 3,5 quand il sera à 18, et il sera à 5,6 quand il sera à 270 de focale. Tout simplement parce que l'ouverture reste quand même un petit peu la même au départ, donc forcément vous augmentez la focale, le rapport focal sur diamètre augmente. Vous avez également certains objectifs qui vous permettent de l'ouverture dite focale fixe, à ouverture fixe. Donc c'est des zooms qui vont avoir le même rapport d'ouverture en continu dessus, c'est bien évidemment beaucoup plus onéreux, mais ce n'est valable. Cette notion-là de dire ouverture fixe, ce n'est valable que pour les zooms et pas pour les objectifs à focale fixe. Votre troisième paramètre, c'est la sensibilité ISO de votre, entre guillemets, de votre capteur. Alors, par le passé, bien évidemment, en argentique, c'était fixe. Aujourd'hui, on peut régler ce paramètre. Donc, c'est assez utile. D'une manière générale, j'ai envie de dire que sur une scène comme ça où il fait beau, on va travailler plutôt à 100 ou 200 ISO. Par contre, si vous allez commencer à rentrer à l'intérieur d'un bâtiment, ou si la lumière est beaucoup plus faible, par exemple en soirée, bien là, vous allez monter en ISO. Mais il faut bien comprendre que cette sensibilité ISO de votre film, elle reste un petit peu artificielle. Vous avez une certaine quantité de lumière qui est rentrée qui arrive sur le capteur. Et là, la sensibilité ISO, elle peut se faire soit par de l'amplification électrique avant les convertisseurs analogiques numériques, soit elle peut se faire avant de stocker le fichier numérique, c'est-à-dire qu'on a fait une acquisition sur des capteurs 14 bits en 14 bits et ensuite on applique la sensibilité ISO vers un fichier 8 bits en JPEG par exemple, quand vous faites de la photo de façon standard. Les deux paramètres vont jouer et donc en fait ce qui va se passer, c'est que si vous poussez trop les ISO, en réalité ce que vous allez faire une multiplication informatique de la valeur de la luminosité de chacun des pixels et en fait ça va augmenter le bruit au final. L'amplification électronique pour les boîtiers qui savent faire ça, elle a beaucoup moins ce phénomène là et donc les capteurs Exmor de chez Sony disposent pour certains de ce type de technologie, c'est le cas du Sony A7S. Donc à partir de 2000 ou 3200 ISO, je crois que ça dépend plus ou moins des modes. Et surtout, voilà, le Sony A7R II, il les applique à 640 ISO.
Donc là, il y a un deuxième amplificateur électrique avant la conversion analogique numérique. Je vous renvoie à l'épisode sur le secret des capteurs CMOS et CCD. Et donc ça va nous permettre en fait d'avoir une plage de dynamique plus importante au moment de l'acquisition proprement dite, et après derrière de jouer. Donc quand vous photographiez en RAW, vous allez photographier un fichier en 14 bits par exemple, ou 12 bits, ça dépend des marques de boîtiers, des modèles, etc. Et derrière, du coup, vous allez pouvoir avoir plus de plage pour pouvoir faire le réglage. C'est pour ça que les photographes professionnels travaillent en RAW en fait. C'est que vous avez vraiment le natif de ce qu'a capturé le capteur finalement, et après derrière on fait les réglages pour pouvoir gérer les hautes lumières, les basses lumières. On a beaucoup plus de dynamique que si on avait travaillé en JPEG en 8 bits directement. Voilà. Ça, c'est pour l'utilisation du boîtier en mode normal. Donc au final, sur votre boîtier, vous allez trouver une grosse molette ici qui va vous proposer plusieurs modes. Vous avez le mode auto sur lequel le boîtier va pouvoir choisir librement entre les 3 paramètres que nous avons. Vous allez avoir ensuite le mode P qui va correspondre à un mode où la sensibilité ISO aura été fixée, et le boîtier va jouer sur l'ouverture et sur le temps de pause de façon automatique et va essayer de trouver le meilleur compromis possible. Le mode A, c'est un mode pour l'ouverture, et celui-là, vous allez donc choisir l'ouverture de votre boîtier. Les ISO auront été choisis sauf si vous les avez mis sur auto, et vous allez ensuite jouer du coup seulement sur le temps de pause. Le mode S, c'est le mode speed, c'est le mode vitesse, priorité vitesse. C'est pas le mode sensibilité comme j'ai pu entendre sur une certaine chaîne. Donc ce mode S, vous allez l'utiliser justement pour photographier des scènes de sport par exemple. Vous allez régler une vitesse par exemple à 1/4 millième de seconde, et en fait le boîtier en automatique gérera l'ouverture. Bien évidemment, si vous avez un objectif manuel, vous n'allez pas pouvoir. Vous allez pouvoir aussi mettre la sensibilité ISO en automatique et il s'adaptera. Et le dernier, c'est le mode M, c'est celui qu'on va tout le temps utiliser ensemble en astrophotographie. C'est le mode manuel, et donc là à ce moment-là, vous allez intervenir vous-même sur les 3 paramètres de votre temps de pause. La sensibilité ISO, en réalité, on va les déterminer en fonction des caractéristiques du boîtier. Effectivement, si vous avez une scène extrêmement lumineuse, par exemple, et notamment avec la Lune, vous n'êtes pas obligé de monter dans les ISO, mais sinon, on va monter dans les ISO. Et on va essayer de prendre un rapport qui va correspondre au meilleur rapport signal sur bruit de votre boîtier. Là-dessus, ensuite, l'ouverture, on va essayer de la mettre au maximum, à la seule exception d'une qualité optique un petit peu limite de votre objectif. Si j'utilise par exemple le Sony A7R II sur le Samyang 14 mm qui manque quand même cruellement un peu de piqué, eh bien je vais le fermer à 4, je ne vais pas l'utiliser à 2.8. Bien évidemment, donc la vitesse, ça va être un temps de pause que l'on va nous déterminer non pas en fonction de la luminosité globale de la scène, sauf exception, mais en fonction de la rotation du ciel si vous travaillez sur un pied fixe. Si vous êtes sur une monture motorisée, on va déterminer la vitesse en fonction de la qualité de suivi de votre monture. Là, on ne parle pas de la notion de go-to, bien évidemment. Go-to, c'est simplement pointer la cible qui va vous intéresser. On ne va pas parler non plus d'autoguidage forcément. Avec l'autoguidage, bien évidemment, vous pouvez aller sur des temps de pause virtuellement infinis. Mais simplement, votre monture, elle a toujours des petites erreurs. Et donc là aussi, on va essayer de trouver le bon compromis. Et donc c'est comme ça qu'on va travailler en astrophotographie. Quand on a coutume de dire que augmenter les ISO, ça augmente le bruit, c'est quelque chose de vrai avec le triangle d'exposition en photo diurne. Dans la mesure où si vous augmentez les ISO, soit vous fermez l'objectif, et donc là à ce moment-là vous avez moins de lumière qui rentre dans le capteur, soit vous augmentez la vitesse, et donc là vous avez aussi par rapport au capteur moins de quantité de lumière. Donc en réalité, augmenter les ISO en photo de jour, c'est en réalité diminuer la quantité de lumière qui rentre, et donc c'est le rapport signal sur bruit qui prend dans les dents. En photo astronomique, on ne raisonne pas de cette façon-là. Donc la sensibilité ISO, c'est pas comme ça qu'on doit la considérer. Augmenter les ISO, ça augmente un petit peu le bruit, mais en même temps, si vous réamplifiez le fichier derrière après l'acquisition, en réalité vous allez avoir la même chose. Et on entend souvent des personnes dire moi je photographie plutôt à 400 ou 800 ISO plutôt qu'à 1600 ISO. Ça va vous permettre d'augmenter vraiment les temps de pause. Si la monture le permet, vous allez pouvoir monter à 5 ou 10 minutes de pause, alors que à 1600 ISO, vous auriez été limité à 2 ou 3 minutes.
tout simplement à cause de la luminosité globale de la scène et notamment de la pollution lumineuse. Mais sinon, la sensibilité ISO, il ne faut pas en avoir peur en tant que telle. Il faut simplement qu'on trouve le bon compromis entre le rapport signal sur bruit du boîtier, et là, à ce moment-là, vous savez que vous êtes en train d'utiliser le boîtier correctement. Mais ça, on le verra dans un prochain épisode. Voilà, donc nous avons vu déjà aujourd'hui un bon panel déjà des réglages de votre appareil. Il est important donc de pouvoir intervenir sur ces différents paramètres pour pouvoir faire de la photo du ciel. Il n'y a pas vraiment de mauvais boîtier, mais sachez que bien sûr, un boîtier qui a des tout petits pixels et éventuellement un objectif qui ouvre peu, par exemple un objectif à 3,5 voire 4 en natif, là forcément ça va être très difficile, il va falloir des longs temps de pause. Donc la photo sur pied fixe, elle va être plus difficile. Mais les choses ne sont jamais impossibles, même si elles ne sont pas forcément idéales, c'est toujours ce compromis. Quelquefois on a tendance à être trop directif en disant il est impossible de faire par exemple de la photo avec un Maksutov. C'est totalement faux, c'est possible d'en faire, c'est juste un art un petit peu différent avec des contraintes à considérer. Voilà, donc j'espère que cette première mise en bouche de cette nouvelle série d'épisodes vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un mot dans l'espace commentaire, à laisser également vos différentes questions, et puis on verra ensemble et on va avancer ensemble dans ces différentes questions. C'est une approche de l'astrophotographie quelque part entre guillemets que je découvre, dans la mesure où j'ai acheté le Samyang 14 cette année, le Samyang 135 et le R2 pareil, et aussi la Star Adventurer. C'est aussi grâce à vous, mais ça va permettre de vous offrir encore de meilleurs épisodes et notamment quelques petites surprises aussi à l'avenir, mais ça je vous le dis pas pour le moment. N'hésitez pas à partager cet épisode et à soutenir la chaîne en quelques clics, je vous remercie d'avance. Vous retrouvez donc tous ces épisodes dans la playlist Photographier le ciel avec un APN plus objectif. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro, merci, au revoir.